Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 13 octobre 2024. Ça fait plusieurs web journaux qu'on n'a pas fait un petit wrap-up de ce qui se passe durant la campagne présidentielle aux États-Unis. On va voir ça aujourd'hui. Je pense que, encore une fois, comme je l'avais expliqué, il y a 3 web journaux dans le web journal Checkmate avec Donald Trump. Les choses sont jouées. Je m'attends à très peu de surprises d'ici la fin de la campagne. Je pense que les jeux sont faits et qu'on se dirige vers un raz-de-marée comme celui de 2020 et comme celui de 2016. Mais on va aller un petit peu plus en détail là-dedans. Il y a ça, donc, d'une part, on va parler aussi de toutes ces victoires des Patriotes, finalement, hein, parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu dans la noirceur ces temps-ci, puis comment je pourrais dire, qui ventilent contre Trump, etc. On va voir le chemin accompli jusqu'à maintenant. Et on va regarder aussi ce qui se passe ou ce qui se passe pas avec le Hezbollah au Moyen-Orient, parce qu'on se serait attendu à des frappes décisives de missiles, alors il ne se passe rien. Et donc, on va regarder ça de près. Dites-moi si tout est correct, le son, l'image, etc. Je suis inutilement, excessivement nerveux aujourd'hui. Ça m'arrive des fois. La dernière fois, j'étais Dark Maga, donc j'étais comme en feu. Et aujourd'hui, c'est un web journal un petit peu plus calme. Je me dis ça des fois. Je me dis, il faut balancer, je peux pas toujours. Mais vous avez compris pourquoi j'étais en feu lors du dernier web journal. Et donc, mais avant de commencer, je veux rappeler qu'on est en campagne de financement jusqu'à l'élection parce que je l'expliquais depuis le début de l'été, les dons diminuaient et il y a beaucoup de cartes qui n'étaient pas renouvelées, etc. Comme par exemple cette personne-là ici qui faisait un don de 25 par mois et qui m'a demandé de vérifier son compte. Et puis finalement, c'est ça, les 5 derniers mois ne sont pas passés. Et puis, c'est ça, c'est parce que les cartes. Et donc, on a des difficultés et c'est pour ça qu'on on sollicite votre appui. On le fait presque jamais. On n'est vraiment pas fatigant sur les dons, mais une fois de temps en temps, il faut juste ramener ça. On est une petite PME. Ah, tiens, le green screen. Comment ça se fait que l'image a disparu? Mais voilà, vous voyez ici, donc ça, c'est le studio de Radio-Québec. Et les façons de nous aider ici. Alors, il me semble, en tout cas, il n'y a pas de raison que le screen ait disparu, mais voilà. Vous avez vu l'envers du décor. Je le fais des fois, de toute façon, je montre l'envers du décor. C'est vrai, j'étais censé montrer où est-ce que j'avais tourné. Où est-ce que j'avais tourné avec le mauvais son. J'ai dit que j'avais tourné dans une petite pièce, là, et j'allais vous montrer ça, mais j'ai oublié complètement. Et puis, je vais vous montrer tout ça. Donc, il n'y a pas de secret à Radio-Québec. Pourtant, je vérifie toujours, hein, genre, pour pas que ça arrive, ce genre de choses-là. Donc, j'ai juste donc, pensez à nous appuyer, c'est dans les commentaires, etc. J'ai juste des bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. On n'est pas les seuls, c'est-à-dire que maintenant, les médias commencent à le reconnaître que le Kamala s'en va nulle part et que la campagne démocrate est en très, très grande difficulté. En fait, elle n'a jamais été en bonne posture, c'est-à-dire que Kamala a réussi à exister artificiellement de façon élevée dans les sondages seulement avec de la manipulation statistique. Elle est arrivée, donc il y avait cette espèce de vent de fraîcheur, plus les sondeurs, tu sais, la faisaient monter dans les sondages, suréchantillonnaient des démocrates. Lorsque tu appelles pas genre 50 de républicains, 50 de démocrates ou genre 30-30-30 avec les indépendants. Non, tu appelles genre 50-60 de démocrates. Comme ça, tu as un bon chiffre. Et donc, elle a été propulsée comme ça dans les sondages. Et rappelez-vous qu'elle n'a pas fait d'entrevue pendant 2 mois. Et c'est pour ça qu'elle a existé, elle flottait comme ça. Et tout le monde qui était sagace, qui étudiait la politique américaine de près, voyait bien que c'était artificiel et on savait que ça allait s'effondrer parce que cette personne-là est vide, elle n'a pas de contenu. Elle n'a pas de contenu. Et là, maintenant, tout le monde sait ça, je l'ai expliqué dans les web journaux, tout le monde sait que c'est une personne qui n'a pas de contenu, qui n'est pas capable de parler. Tout le monde le sait depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, depuis qu'elle a essayé de se présenter en fait contre Joe Biden en 2019-2020, elle n'a pas de contenu, etc. Et là, maintenant, posez-vous la question, pourquoi les patriotes, en termes de stratégie, les patriotes qui contrôlent Joe Biden et qui gèrent de toute évidence la campagne de Kamala, parce que c'est mauvaise, comment je pourrais dire,
mauvaise séquence, mauvaise optique, mauvaise perception, gaffe sur gaffe, et ça peut pas être un hasard rendu là. Demandez-vous pourquoi, après ça, posez-vous la question du timing. Pourquoi les républicains ont proposé et accepté un, un débat aussi tôt dans la campagne, juste en termes de stratégie, pensez à ça. Le débat qui a eu lieu avec Joe Biden, c'est le débat qui a eu lieu, qui a pris place le plus tôt dans une campagne électorale. Pensez en termes de stratégie, là. Pourquoi le camp Trump voudrait avoir un débat aussi tôt que ça dans la campagne électorale contre Joe Biden? Parce il savait que dans un débat, il allait tomber de toute façon. Okay. L'idée, c'était de le faire tomber dans le débat. Là, tu lui donnes une dose de médicaments qui rend un peu confus, etc. Tu t'arranges pour qu'il ne dorme pas trop la veille et le tour est joué. C'est pas très compliqué hein, quand tu contrôles le bonhomme. Là, et c'est ça qui s'est passé. Mais pourquoi on ferait pourquoi on s'ennuie de Biden? Hein? Pourquoi on ferait un débat comme ça aussitôt dans la campagne? C'est parce que tu veux sortir Biden rapidement hein, pour que Kamala arrive tôt dans la campagne pour qu'elle puisse avoir cette espèce de lune de miel artificielle et s'effondrer au mois d'octobre. Vous comprenez? Une lune de miel, c'est quelques mois, c'est 2 mois, etc. Et après, on n'est plus capable de la maintenir avec des sondages manipulés, etc. La réalité frappe et on la fait cracher avec des... On débranche son téléprompteur, là, le truc où est-ce qu'on lit ses discours. On fait un ensemble de trucs comme ça avec des sondages. Vous comprenez pourquoi, là, personne ne me répond dans le chat. C'est comme si... pourquoi ne pas avoir placé Michelle Obama? Ben, c'est ça la question. Je pense que Michelle Obama, c'est un truc séparé, là, mais je pense que toute la stratégie a été finalement d'éviter Michelle Obama. Puis je l'ai expliqué dans le web journal Checkmate. Je pense que Checkmate, c'est quand finalement Michelle Obama, le clan Obama, a lancé la serviette. Clairement, Harris est une cruche et elle ne peut pas remporter contre Donald Trump. La seule personne, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, la seule personne qui avait les appuis internationaux, la stature présidentielle internationale, c'était Michelle Obama dans une courte campagne contre Trump, genre 1 mois ou quelque chose comme ça. Or, ça ne s'est pas passé et à la fin septembre, début du mois d'octobre, Trump a marqué checkmate, c'est-à-dire qu'il n'allait pas avoir de October Surprise et la campagne était essentiellement terminée. OK. Non, le truc, là, elle a un pénis, là, tout ça. Là, elle ne peut pas se présenter parce que, là, regardez Brigitte Macron en France. Là, les médias sont capables de couvrir pas mal hein, et dire c'est des théories de la conspiration. Surtout si c'est une campagne juste de 2-3 semaines, 3 semaines, 4 semaines au maximum. Tu peux là, les théories de la conspiration sur Internet, etc. On essaie de c'est transphobe, blabla. Rappelez-vous, là, c'est ça. La vérité est sortie sur Brigitte Macron hein, par Faits et Documents, Candace Owens, plusieurs qui ont fouillé à gauche et à droite. Et même à ça, les médias continuent à dire non, c'est une femme, etc. Elle est à l'émission Emily in Paris et tout. T'sais. Et donc, ils peuvent faire la sourde oreille. C'est vraiment pas un problème sur une courte campagne. OK? Laissons ça de côté. Le fait est, c'est ça que c'est ça. Tu vas avoir un débat très rapidement pour faire tomber Joe Biden pour qu'elle ait sa lune de miel et finalement qu'elle s'écrase vers la fin. Vous comprenez un peu le timing? C'est-à-dire que si on avait sorti Joe Biden en septembre, par exemple, Kamala serait arrivée en septembre, elle aurait eu sa lune de miel jusqu'à l'élection, jusqu'au 5 novembre. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait tout tirer le processus et avoir le débat le plus tôt dans l'histoire d'une campagne présidentielle pour faire tomber Joe Biden rapidement, pour que Kamala arrive, la faire monter et finalement qu'elle crache vers la fin. Et aussi, la raison pour laquelle Trump a accepté le débat et a finalement, tout le monde a dit genre, c'est Kamala qui a gagné le débat. Est-ce que c'est une bonne chose que Kamala ait gagné le débat? Oui, pour le camp Trump, parce que ça a solidifié ce candidat-là. Ça a solidifié Kamala dans son siège de... Tu sais, tout le monde a dit « Ah, elle a foutu une raclée à Donald Trump. » Vous avez gardé le pire pilote depuis Joe Biden, tu sais. Alors qu'il y a des personnes, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, au Parti démocrate, qui auraient pu facilement prendre la relève et avoir plus de bagou que Kamala Harris. Mais non, Trump, comme, entre guillemets, perdant le débat, j'ai expliqué qu'il s'attaquait plus aux médias, etc., là, mais c'est en jouant stratégique.
Il voulait garder, il a solidifié Biden, qui est la pire candidate après Joe Biden. C'est pas... ouais, en tout cas, ils sont ex aequo les deux. Et donc, il l'a solidifié. C'est ce que tu veux faire. Donc, c'est une victoire à la Pyrrhus, si vous savez ce que je veux dire. La victoire du débat de Kamala Harris, si on appelle ça une victoire, c'est une victoire à la Pyrrhus. OK? Donc, campagne de Kamala sabotée de l'intérieur. Et là, les sondages sont désastreux. Les sondages sont désastreux. Allons-y avec ça. Hein. C'est même CNN qui le montre. Tout le monde le dit finalement, c'est-à-dire... oui, même Richard Latendresse, notre correspondant québécois à Washington, quelque chose cloche avec la campagne de Kamala Harris. Elle est aussi championne toute catégorie de la collecte d'argent. Comment se fait-il qu'elle soit en train de perdre cette élection présidentielle? Elle est en train de perdre cette élection présidentielle. C'est ce que CNN aussi a remarqué. C'est-à-dire que Kamala est en train de perdre. On a gagné, là. Je fais juste... ça fait longtemps qu'on sait qu'on l'a gagné. On l'avait annoncé dans Checkmate, mais là c'est les médias traditionnels qui sont plus capables de cacher la réalité de Kamala Harris et de sa campagne désastreuse. C'est comme quand ils étaient plus capables de cacher le déclin cognitif de Joe Biden. Là, vous voyez, c'est quoi les médias? Ils cachent, ils mentent, ils font monter des trucs avec des sondages artificiels, etc. Ils fabriquent la réalité, ils génèrent du consentement, la fabrication du consentement, comme dit Noam Chomsky. Là. Mais le truc, c'est que ça ne résiste pas à l'épreuve du réel. Et éventuellement, on voit que Biden est en déclin cognitif malgré ce que disent les médias et la même chose avec Kamala Harris, c'est une cruche et donc le réel rattrape le spin. OK? Et là, vous avez plusieurs sondages qui montrent finalement que Trump a de plus en plus de chances de l'emporter. 53 contre 46, nous dit Polymarket, mais CNN, nous autres, ici, disent presque 70 de remporter une victoire sur le collège électoral. C'est-à-dire qu'il y a deux façons il y a une seule façon de remporter la victoire aux États-Unis. C'est pas un pourcentage de vote comme en France. C'est pas celui qui a 51 Une personne, un candidat à la présidence, par exemple, pourrait avoir 60 des votes et l'autre 40, là, et c'est la personne qui a 40 qui remporte la présidentielle. D'ailleurs, en 2016, c'est ça qui s'est passé. Hillary a supposément obtenu un meilleur résultat au vote populaire que Trump, mais Trump a quand même gagné parce que ça se joue selon les États. C'est une question stratégique de qui gagne quel État, etc. C'est un système particulier. C'est comme si lors on pourrait dire une série au hockey sur 7 matchs, il y a une équipe qui, dans 3 matchs, marque plein de points, comme c'est 10 à 2, 10 à 2, 10 à 2, mais que l'autre remporte les 4 autres matchs 5-4, 5-4, 5-4. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y a une équipe qui a marqué beaucoup plus de buts, mais l'équipe qui gagne la Coupe Stanley, finalement, c'est celle qui a remporté le plus de victoires, les 4 des 7 victoires. Même si elle a marqué au total sur l'ensemble de la série moins de buts que l'autre équipe, elle a quand même gagné 4 matchs et donc sur les 7. Et donc, c'est elle. C'est la même chose avec les États américains, c'est-à-dire que tu peux gagner, par exemple, la Californie, New York, il y a des millions de personnes. Tu fais, par exemple, 95 dans ces États-là, des États très populeux, mais c'est juste 2 États, alors qu'ils pèsent lourd quand même en termes de collège électoral, là, mais c'est juste 2 États, alors que Trump va aller gagner 30, 40, 50 petits États avec 25, 62, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on gagne. Donc, j'espère que vous le savez. J'espère que je ne suis pas trop redondant ici. Donc, le vote populaire n'est pas si important que ça aux États-Unis. Par exemple, Kamala peut être en avance sur le vote populaire, mais c'est Trump qui remporte le plus grand nombre d'États, et donc c'est lui qui devient président. Et là, ici, il y a des sondages, par exemple, mais malgré tout, c'est ça. Ici, Trump est le favori, est clairement le favori dans l'élection de 2024 de CNN, avec 70 de remporter l'élection, le collège électoral, c'est-à-dire le plus grand nombre de circonscriptions. Vous avez ici un autre indicateur intéressant, c'est-à-dire vous voyez, par exemple, en 2024, vous avez Trump qui est en avant. Ça, c'est Real Clear Politics. Real Clear Politics, c'est un agrégateur de plein de sondages. Vous allez sur le site de Real Clear Politics et vous avez genre 3-4 sondages différents à chaque jour dans différentes parties du pays, etc. Et ils font une moyenne. Et c'est généralement, c'est des sondages, encore une fois, biaisés, mais malgré le fait que les sondages soient biaisés,
vous avez quand même une tendance clairement favorite qui favorise Trump. Vous voyez? Ici, par exemple, en 2020, Biden était de 2 à 10 points en avance sur le vote populaire, de 2 à 10 points en avance. Ici, Trump est en général entre 0,2 et 5 points en avance. C'est énorme, c'est-à-dire que c'est énorme, c'est irrécupérable et ils le savent. Ils le savent que on se dirige vers le tsunami à 50 États. C'est-à-dire, là je vais vous expliquer quelque chose, c'est-à-dire, regardez celle qui nous présente ici, ce dont je viens de parler, ce que je viens de mentionner. En 2020, Biden est en avance partout, n'est-ce pas? 2020, Biden est en avance partout de plus 2 à plus 7. Malgré ça, on sait qu'est-ce qui s'est passé lors de l'élection. Trump a dit qu'ils avaient remporté 50 États. Les 50 États, ils ont remporté les 50 États. Et lui s'appuie sur les données des Space Force, de ce genre de trucs, ce dont Mark Lindell a parlé, les packages, etc., qui n'ont pas encore été rendus publics. Mais c'est comme à chaque fois que Trump dit quelque chose, c'est-à-dire que ça prend du temps avant que ça sorte, comme quand il a dit Barack Obama m'a espionné. Au début, c'était il sans preuve, etc. Puis finalement, ça sort. Quand on dit c'est le portable de Hunter Biden, non, c'est de la désinformation russe sans preuve que, puis finalement, ça sort, c'est le portable de Hunter Biden. Quand il fait ce genre d'affirmation lourde comme ça, c'est qu'il a les preuves pour appuyer son affirmation et que ça va sortir par la suite. Donc, je vous montre 2 vidéos où Trump dit qu'en 2020, ils ont remporté les 50 États. C'est des vidéos très courtes, genre 15-20 secondes. We didn't come in second, third, fifth, ninth. We won 42 states. Ça, c'est en 2016. Il dit, on n'est pas arrivé deuxième, troisième, quatrième, etc. On a gagné 42 États en 2016. Et après ça, il dit, we won 42 states. Il dit, on a gagné 42 États. Et après ça, on a gagné 50 États. And then we won 50 states. And then we had an election that was incredible. And then we won 50 states. Ça, c'est en 2020. Il a remporté l'ensemble du pays, malgré les sondages Biden, etc. Et là, il le réaffirme à un autre endroit. We won, in the last time, 50 states. Think of it. 50 states. We won every state. We then did great in the election. 50 states. Il l'a répété à plusieurs reprises. Et ça, c'est avec les chiffres ici que vous voyez, c'est-à-dire Biden plus 10, Biden plus 2, plus 8, etc. Il a gagné 50 États avec Biden plus 5, admettons, et là, on est à Trump plus 1. Je sais pas si vous imaginez le genre de raz-de-marée auquel on est en droit d'assister. Je vous montre le CNN qui panique et qui explique ce genre de choses-là. We have some new CNN reporting today about what is going on behind the scenes inside the Harris campaign and more broadly among Democrats who are growing more and more anxious about a 2016 redux. CNN's Priscilla. Alors, plusieurs démocrates, on va vous montrer les chiffres, plusieurs démocrates, de plus en plus de démocrates qui sont craintifs de revoir le scénario de 2016 se reproduire où Trump gagne le collège électoral parce que là, les républicains sont en avance partout. Alvarez joins me now. Priscilla, we were just joking here at the table that anxious Democrats happen on a day that ends in Y. But this is something that perhaps is warranted given. Donc, les démocrates sont en train de paniquer. CNN, dans les chiffres de CNN, Trump remporte presque 300 votes électoraux contre 246 pour Kamala Harris, en prend 270 pour être le président des États-Unis. Présentement, tout le monde le sait, Trump est en train de gagner. Et même Raphaël Jacob ici dit « Oubliez les données des sondages internes, publics, etc., des nouveaux électeurs, blablabla, allant dans la direction de Trump. » Donc, oubliez les sondages qui montrent que ça va dans la direction de Trump. Faites juste regarder, on ne verrait pas la multiplication d'entrevues de Kamala Harris, les propos d'Obama et compagnie si le camp d'Harris croyait être en train de gagner présentement. Ils ne sont pas en train de gagner, ils sont en train de perdre, tout le monde le sait. C'est comme, on l'admet de plus en plus, sauf peut-être ici, c'est quoi, comment il s'appelle, là, La Liberté, là? Sur Journal de Montréal, lui, il est complètement déconnecté, ce gars-là, avec ses lunettes. Là, il vit dans un univers parallèle. Et même dans certains États, il y a un sondage intéressant, il y a plus de musulmans qui votent pour Donald Trump que de musulmans qui votent pour Kamala Harris.
by the Council on American Islamic Relations showed Stein had 40% support of Muslim voters in Michigan, Donald Trump had 18% support, and Harris had 12%. Trump à 18, Harris à 12. Donc, presque 50% plus de musulmans votent pour Trump que pour Harris. Est-ce qu'ils ont compris qu'on se dirige vers la paix au Moyen-Orient? On l'espère. Et moi, j'ai parlé à mon fils aujourd'hui. Il me dit, il est allé dans un truc, la communauté tibétaine qui généralement vote pratiquement en bloc démocrate. Il me dit, tout le monde vote Trump. Il dit, ils n'ont même plus peur de parler. Là, mon fils est aux États-Unis présentement. Là, il dit, dans les réunions, tout le monde, tous les mononcles sont tous pro-Trump. Au-dessus de 30 ans, c'est tous pro. Alors que c'est les thèmes de fond. C'est un glissement de terrain incroyable, ça, pour encore une fois, la communauté tibétaine, parce que c'est des gens, là, on ne va pas taper dessus, mais c'est comme c'est le peuple du bien, là, il faut voter démocrate, etc., les méchants républicains, tout ça. Là c'est ça. Et c'est sur des raisons surtout économiques, parce que c'est ça qui est déterminant. Et donc, les raisons économiques sont surdéterminantes ici. C'est l'économie pour les Américains, c'est l'économie puis l'immigration. C'est ça les deux trucs. Et je disais en début de Web Journal que la campagne, c'est essentiellement les patriotes qui gèrent les perceptions de la campagne Harris. On se rappellera la semaine dernière cet épisode où son téléprompteur a été débranché et elle a dû faire quelque chose comme 30 secondes, 1 minute sans texte. Les téléprompteurs, c'est ces espèces de panneaux où le discours présidentiel, le discours du candidat est affiché et où il peut juste comme parler comme ça et lire. Eh bien, tout ça a été débranché et elle a dû improviser pendant 30 secondes. Ça ne s'était jamais passé dans aucune campagne présidentielle. C'est la première fois qu'on entend parler de ces choses. C'est comme avec Joe Biden. Joe Biden faisait des trucs il ne s'était jamais passé dans aucune campagne. Mais c'est ça, c'est quand les patriotes gèrent les perceptions, c'est ça. Mais il n'y a pas juste ça. Mais je vous montre 30 secondes pour ceux qui ne l'ont pas vu. Là. Today we got 32 days until the election. Là, elle vient de se rendre compte que son téléprompteur a été débranché et elle n'a plus de discours. Elle n'a plus de discours et elle doit improviser. So 32 days. 32 days. Okay, we got some business to do. All right. 32 days. And we know we will do it. Et c'est comme ça. Je ne veux pas allonger tout ça, mais ça s'inscrit aussi avec d'autres images d'elle qui sont catastrophiques finalement, parce qu'on est sur le bord de la Troisième Guerre mondiale et il faut regarder le contexte aussi. Donc, on est sur le bord de la Troisième Guerre mondiale, il y a 2 ouragans qui ont ravagé la Floride, les gens ont besoin d'aide, etc. Et Kamala ricane comme une hyène et elle fait ce genre de publication. One nation under a groove, getting down just for the funk of it. Can I get it on the... Wow! Très présidentielle. On la voit aussi en train de boire de la bière, alors que les gens sont littéralement... Tu fais pas ça. Il y a eu un ouragan, il y a pensez en termes d'image, là. Un désastre naturel, c'est essentiellement une bénédiction dans une campagne électorale. Pourquoi? Parce que ça permet à un candidat de montrer son côté humain, d'aller sur le terrain, de sympathiser avec les gens ordinaires, de montrer que le gouvernement est là pour les aider, qu'il a son peuple à cœur, etc. C'est à ça que ça sert essentiellement. Ça sert pas à... c'est dommageable, c'est mauvais, mais... vous voyez, c'est-à-dire que ça permet de faire des gains, d'accumuler du capital politique en se montrant sensible. On donne de l'argent. Rappelez-vous François Legault qui donnait de l'argent lors de la dernière campagne électorale au Québec. Hein? Donc, on est là pour aider. Quand il y a un désastre comme ça, si tu veux bien paraître, tu vas sur le terrain et c'est exactement ce que Trump a fait. Le lendemain, il était sur place et il essayait d'aider les gens avec de la prière. Il a comme suggéré telle chose, etc. Évidemment, il n'est pas au gouvernement, mais Kamala Harris ne s'est pas présentée. Ça a pris 1 semaine avant qu'elle se présente sur les lieux, l'état de la dévastation en Floride. 1 semaine comment je pourrais dire, d'insensibilité en période électorale. Juste ça, c'est incompréhensible.
Tu sais, t'es en campagne présidentielle avec les enjeux incroyables, puis tu as un désastre, tout le monde est comme, tu sais, il y a des milliers de personnes qui sont manquantes, des communautés entières qui sont isolées, toutes les routes défaites, etc. Il y a des centaines de morts, et tu ne te pointes pas. Et tu envoies plutôt ton argent au Liban. Tu sais, à cet effet, les États-Unis vont envoyer 157 millions de dollars d'assistance supplémentaire à l'Iran, etc., des milliards à Zelensky et seulement 750 dollars pour seulement 750 dollars. Imaginez, c'est la même chose à Maui. Là. Rappelez-vous, à Maui, hein, c'était quoi? C'était autour de ça, 750 dollars ou 1000 dollars, je ne me rappelle plus. Et ça avait été décrit comme un scandale parce que l'ANA avait été complètement détruite, les gens n'avaient plus rien, ils habitaient dans la rue, dans des tentes, etc. Et le gouvernement fédéral ne faisait rien pour les aider. Tout l'argent allait en Ukraine. Et là, ils refont exactement la même chose en campagne électorale. Ils n'ont même pas appris de leurs erreurs. Ils rééditent le scandale. Pensez-y là, correctement. Et oui, c'est ça. Et ça, c'est quand FEMA, hein, ça, c'est l'organisation gouvernementale en charge de l'aide et du sauvetage, là, quand FEMA n'est pas accusé de bloquer l'aide aux victimes, parce que les Américains s'organisent eux-mêmes, ils n'ont pas besoin du gouvernement. C'est ça un peu le truc des États-Unis. On n'a pas besoin du gouvernement, on peut s'organiser entre nous. Et là, tout le monde, au niveau de la communauté, les gens allaient avec leurs 4x4, là, les 4 roues, ils allaient comme porter de l'eau, ils allaient chercher, ils allaient aider, etc. Et FEMA, finalement, bloquait les accès, empêchait les gens d'aller aider leurs concitoyens, etc. Et ça aussi, ils ont pris du blâme pour ça. C'est comme si on empêchait les efforts de soutien. Et pendant que tout ça se passait, pendant qu'il y avait cette dévastation, ça faisait les nouvelles. Hein, Kamala Harris, c'est ça, elle faisait ce genre de truc-là où est-ce qu'elle chantait, elle allait prendre une bière avec Jon Stewart. C'est-tu Jon Stewart? Je ne me rappelle plus son nom. Cheers. There you go. It's like the beautiful city of Milwaukee, The Wisconsin. champagne and beers. There you go. Pendant la dévastation. Là, ici, il faut comprendre qu'aux États-Unis, et un petit peu partout, les firmes de communication disent que les gens votent pour celui avec la personne avec laquelle elle serait plus à même d'aller boire une bière. Le test, c'est ça, c'est-à-dire aller boire une bière avec quel candidat iriez-vous boire une bière? Et c'est un peu la justification de cette opération de com avec c'est Stephen Colbert, je pense. Parce qu'on la voit boire une bière et elle a l'air détendue, etc. Mais encore une fois, le contexte, les Américains souffrent financièrement, il y a des dangers, il y a un danger de troisième guerre mondiale. Trump, lui, se présente comme le président du sérieux. Je vais arrêter les guerres, je vais ramener les emplois. Vous comprenez, la différence, c'est une différence énorme, mais ça accentue les sondages. Ça. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a quelqu'un qui gère les communications de Kamala. Rappelez-vous, le 17 aussi, quand elle a dit « J'ai été 17 fois en Georgie, c'était totalement inutile ». Son choix de Tim Walz aussi, Tampon Tim, est tellement questionnable alors que tout est passé sous le crible lors de ces campagnes présidentielles-là. C'est probablement le pire candidat vice-président avec Joe Biden là, de l'histoire. C'est pour ça que Trump gagne. C'est pour ça que c'est checkmate. C'est pour ça que j'ai expliqué qu'il contrôlait l'ensemble du spectre politique. Il contrôle, c'est le truc de l'opposition contrôlée des mondialistes qu'il applique lui-même à merveille pour gagner l'élection. Donc, ça ici, c'est possible dans une campagne électorale en temps de paix. Mais pas lorsqu'il y a eu un désastre naturel pendant que le peuple souffre et qu'on est sur le bord de la Troisième Guerre mondiale. C'est juste du mauvais timing, ça. La voir boire comme ça. Et aussi le fait qu'elle est toujours en train de ricaner puis d'avoir l'air pas sérieuse. Elle est très difficilement présidentielle. Elle n'a pas cette image présidentielle. Je suis encore en onde. Des fois, le live ne fonctionne plus puis je me demande si je suis encore en onde. On va rafraîchir ça. Donc, et c'est pas juste que tout le monde le voit maintenant, puis les chroniqueurs commencent à le dire, elle a perdu, elle est en train de perdre, il faut faire quelque chose. Maintenant, l'émission très démocrate Saturday Night Live commence à se moquer d'elle. Normalement, Saturday Night Live, ça fait 8 ans qu'ils se moquent de Trump. Saturday Night Live, l'émission, là, ça fait 8 ans qu'ils se moquent de Trump, avec Alec Baldwin, ils l'ont
déboulonné complètement. Et là, maintenant, ils s'en prennent à Kamala Harris. We got two political rivals on this side. See what you did there. I see what you did there. Yeah, and it's Donc, ils la font très mal paraître. Et là, finalement, on dit, tu as ramassé $1 milliard, comment ça se fait que tu n'es pas en avance? Et là, elle dit, c'est la question que je me pose à tous les jours, etc. My campaign has raised $1 billion. Oh, my Lord. How are you not winning by a landslide? Yeah, that's a question I scream into my pillow every morning. C'est un désastre. Sa campagne est un désastre. Okay? Elle n'a pas du tout l'air professionnelle. Elle n'a pas du tout l'air. Elle n'a pas de réponse pour l'économie. Elle n'a pas de réponse pour la frontière. En fait, elle est embêtée par les deux parce qu'elle traîne le boulet de l'administration Biden. Ça, c'est encore pire. Hein? C'est parce qu'elle n'est pas du tout nouvelle. C'est-à-dire qu'elle elle traîne en plus le bilan de l'administration Biden. Comment ça se fait que vous n'avez rien fait durant tout ça? Là, donc, c'est tout le mauvais bilan de l'administration Biden avec une mauvaise personnalité légère, pas sérieuse à un moment de crise. OK? Donc, et ça, je veux dire, ajouté au fait que Tim Walz, lui, c'est pratiquement toutes les semaines qu'il y a un nouveau scandale qui sort, etc. Il y a un comité du Congrès sur l'ingérence étrangère, qui a envoyé une lettre au département du Homeland of Security à l'effet que Tim Walz, hein, ses liens avec la Chine sont connus depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il est allé plus de 30 fois. Tu sais, on parlait à l'élection de 2020 de l'ingérence de la Chine auprès des gouverneurs. J'avais montré les vidéos de Mike Pompeo, de Daniel Radcliffe, le Director of National Intelligence, qui disait « La Chine a infiltré les gouverneurs ». Tu sais, ces gouverneurs qui avaient certifié l'élection là, un peu partout, là, puis on disait la Chine fait de l'ingérence, comme au Canada, etc., fait de l'ingérence, etc. Eh bien, Tim Walz, c'est probablement le pire d'entre eux, puisque Tim Walz a travaillé pour des ONG avec des liens au Parti communiste chinois, a enseigné à une université avec des liens avec le Parti communiste chinois. Il était à Pékin lors du massacre de la place Tiananmen. Il y est retourné 5 ans après pour sa lune de miel avec sa femme. Il s'est marié en Chine. Il est allé en tout en Chine une 30aine de fois. Il a amené des étudiants, etc. C'est quelqu'un... Et là, il y a une lettre, justement, qui a été envoyée au Congrès, au comité, disant qu'à l'intérieur du Department of Homeland Security, la sécurité intérieure, là, il y a des mémos internes sur Tim Walz et sur sa possible compromission par le Parti communiste chinois. Tu sais, au Canada, il y a toute cette histoire avec le gouvernement Trudeau d'ingérence étrangère, etc. Bien là, vous avez ça ici avec Tim Walz. Donc, along those lines, the committee has recently received whistleblower disclosure informing the committee of serious concern among Department of Homeland Security personnel regarding the long-standing connection between Tim Walz and le Parti communiste chinois. Donc, le comité du Congrès a reçu les témoignages de sonnaires d'alerte à l'intérieur du département du Homeland Security sur les activités de Tim Walz avec le Parti communiste chinois. Et là, ils écrivent à Mayorkas, la tête du Department of Homeland Security, en disant Tim Walz, c'est une possible menace à la sécurité nationale. Vous comprenez qu'il milite pour le poste de vice-président. C'est comme Joe Biden avec la Chine. Tu sais, on l'avait appelé Biden Joe, le Joe, tu sais quoi, Beijing Joe. Je ne me rappelle plus comment je l'avais appelé. China Joe, je ne me rappelle pas. Il avait vendu, c'est la même chose, le même genre de scandale avec Tim Walz. Et donc, c'est très surprenant que Kamala ait pris quelqu'un avec autant et ça se retrouve à la télévision, à Fox News, etc., hein, ses liens avec la Chine. Et même si le truc, c'est que on s'entend, là, il ne va pas démissionner à 3 semaines de l'élection, c'est pas ça. Il y a un autre scandale aussi de pédophilie avec lui. Il ne va pas démissionner à 2 semaines, 3 semaines de l'élection. Elle ne va pas changer de VP à 2 semaines, 3 semaines de l'élection. C'est pas ça qui va se passer. C'est pas ça l'idée ici.
mais c'est une guerre de 5e génération, c'est-à-dire que tu détruis le moral des troupes adverses. Quelles sont les troupes adverses? C'est quoi le nom des troupes adverses? Ce sont les journalistes. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Et quand tu as des trucs comme ça qui sortent, les journalistes, la petite madame, le petit monsieur, là, oui, qui fait ça, on lui dit quoi faire, et puis qui est un peu corrompu, et puis imaginez, là, c'est que ça devient lourd éventuellement, puis et là, c'est ça, il y a des sketchs comme de Saturday Night Live qui sortent. C'est que ça a un effet psychologique, un effet boule de neige psychologique. C'est pas qu'ils vont faire tomber Tim Walz, c'est pas ça, mais c'est montrer que ça va mal avec Kamala, elle est accablée, Tim Walz la tire vers le bas, ça va pas bien, il y a les sondages, sont obligés de sortir Barack Obama. En plus, elle a mal répondu avec l'ouragan Hélène. C'est que tout ça, c'est psychologique. Une campagne politique, c'est une campagne de perception, c'est une campagne psychologique. Et ça ici, ce sont des opérations psychologiques. Il y a ça ici. Tim Walz, on veut montrer que Tim Walz, c'est un homme et on l'a envoyé à la chasse avec des amis. Et là, son fusil se bloque. Tiens, genre, est-ce que quelqu'un aurait saboté son fusil? Là, il y a des images qui sortent. Le tampon Tim. Non, c'est pas un tampon que tu dois mettre là, Tim. Je montre l'image où est-ce que son fusil se bloque devant les caméras, c'est-à-dire que s'il est supposé être... les Américains en ont des fusils. Hein, c'est le pays où, per capita, il y a le plus de fusils au monde. Les Américains sont... et là, on était supposé montrer quelqu'un qui a fait l'armée, qui va à la chasse, etc. Puis il n'est pas capable. Et là, l'image fait le tour du net. And it never fits quite right. Never fits quite right. Just not quite right. How do you give it back? Governor, what kind of gun is it? This is a Beretta A400. I bought it when I was shooting a lot of trap. Pas capable de charger son fusil. Quelqu'un a probablement mis un petit peu de sable là-dedans. Who knows? Et là, il y a cette bombe qui sort aussi. Il y a ici ce compte sur Internet qui est suivi par beaucoup de personnes maintenant, Black Insurrectionist. Et lui a reçu des témoignages, parce que Tim Walz était entraîneur adjoint de football au Nebraska et dans le Minnesota. Et là, il y a des allégations d'agression sexuelle sur Tim Walz. Et c'est-à-dire que normalement, j'ai vu ça au début, puis là, j'ai dit, je ne veux pas en parler parce que c'est comme Trump, c'est des allégations, etc. Mais là, il y a comme du sérieux à ça. Je fais pas tout, dans le People, là, les questions de mœurs et tout ça, genre, qu'est-ce que tu préfères au lit, puis tout ça, généralement, ça ne fait pas de la bonne analyse politique, mais ici, c'est juste que il y a 3 personnes, il y a 3 témoins qui sont sortis en disant « J'ai été agressé sexuellement par témoins des jeunes garçons, là. » Hein, parce que Tim Walz était professeur de football des jeunes garçons. Hop, de yin-yang. Mais le truc, c'est que ces témoignages-là comportent des éléments que Tim Walz, si c'est faux, Tim Walz pourrait, comment je pourrais dire, pourrait démentir. C'est-à-dire, par exemple, comme ils sont capables de décrire des caractéristiques particulières, par exemple, des parties génitales de Tim Walz. Tu sais, dans le genre, tu as un grain de beauté, ça asine, là. Et donc, ils ont des détails et les informations de ces agressions sexuelles, c'est très bien détaillé. Et les détails de ces agressions sexuelles-là ont été envoyés à la campagne de Kamala Harris, aux médias, au Congrès, etc., etc. 3 personnes sont sorties. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, ce qui est allégué, c'est que c'est la raison pour laquelle Tim Walz a perdu son poste de professeur, d'entraîneur adjoint à l'école de Nebraska, dans le Nebraska, une école secondaire dans le Nebraska, parce qu'il y aurait eu des plaintes de parents d'élèves à son endroit et il aurait dû abandonner l'enseignement et c'est là qu'il se serait tourné vers la garde nationale, il serait devenu un soldat, etc. Et donc, et après ça, ça explique aussi probablement pourquoi il a été le champion des trucs LGBTQ pour les enfants, etc., etc. Et c'est ça. À l'époque, il était connu sous le nom de Touchdown Tim. Tu sais, au football, là,
Touchdown, un touchdown, c'est quand tu es capable de mettre le ballon dans la zone adverse. Touchdown, le ballon touche le sol dans la zone adverse, c'est comme un but. Mais dans le cas de Tim Walz, c'était touchdown Tim, ça voulait pas dire la même chose. Et donc ça sort avec les preuves. Tu sais, c'est pas comme Jean Carroll, tu sais, elle ça repose sur aucune preuve, c'est de la fantaisie. Elle dit que elle s'est pas fait violer physiquement. Trump a proposé de l'ADN, puis le juge a refusé. C'était il y a 25 ans. C'est pas ça, là. Il y a pas de... Ici, il y a des témoins oculaires. C'est pas juste une personne. Il y a comme 3 personnes. Ils sont capables de décrire des éléments anatomiques de Tim Walz qui permettrait de démentir, si c'est faux, qui permettrait de démentir l'histoire, mais le camp Harris et les médias font la sourde oreille, etc. Et donc, ça, c'est encore une fois, quand tu es à la présidence, mettons, Kamala était vice-présidente, etc., ces trucs-là sont connus. C'était connu, d'ailleurs, je pense, avant même que Tim Walz soit choisi comme vice-président, candidat à la vice-présidence. Et donc, encore une fois, ça s'ajoute à tout ça, c'est-à-dire à l'inconcevabilité de prendre un candidat aussi accablé, aussi rempli de scandales et de défauts que Tim Walz. C'est le pire candidat qu'elle aurait pu... J'en ai déjà parlé dans un web journal. Ils ont pris un candidat avec des squelettes dans son placard, des liens avec le Parti communiste chinois, un tripoteur d'enfants, etc. Qui a fait des trucs qui est probablement aussi cinglés que le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, en termes de l'eau. Les lois sur le changement de genre, les tampons dans les toilettes. C'est pour ça qu'on l'appelle Tampon Tim, parce qu'il a mis des tampons dans les toilettes des hommes, etc. Et donc, demandez-vous pas après pourquoi la campagne de Kamala Harris descend comme ça et s'effondre et que c'est comme... Bien, c'est un ensemble de choses comme ça. On lui a fait choisir le pire VP. Elle-même, on gère ses perceptions. Son téléprompteur est débranché. Elle fait des entrevues qui n'ont pas rapport. On la fait ricaner. Elle n'a pas beaucoup de contenu. Et on l'a fait venir suffisamment tôt pour qu'elle monte artificiellement et qu'elle s'effondre à la fin à 2-3 semaines du jour du vote. C'est fantastique, non? C'est bien pensé tout ça, hein? C'est ça. C'est pour ça que j'appelle ce web journal-ci Masterclass. Parce que c'est vraiment bien pensé et c'est ça qui se passe quand on contrôle l'ensemble du spectre politique. OK? Maintenant, est-ce qu'il y avait autre chose là-dessus? Et c'est ça, j'allais dire finalement que donc, ce qui s'en vient est inévitable. La paix aussi est inévitable. Hein? Comme le dit Zelensky, Zelensky a dit que la paix allait arriver en 2025. C'est-à-dire que la guerre va s'arrêter très bientôt. Ça arrive avec Trump. Tout ça est inévitable. Et c'est pas la sortie. Ils ont sorti un film sur Trump un peu disgracieux sur Trump qui s'appelle The Apprentice. Ils ont essayé ou non, c'est-à-dire que les ouragans eux-mêmes n'y changeront rien, c'est-à-dire les calamités naturelles n'y changeront rien. Et il y a plusieurs personnes, plusieurs représentants républicains au Congrès qui ont parlé de manipulation du climat. Et ça s'est rendu même jusqu'à Joe Biden. Je ne vais pas rentrer sur est-ce que c'est une manipulation du climat ou non pour affecter l'élection, parce que, tu sais, s'il y a, par exemple, 3 millions de personnes qui ne peuvent pas voter en Floride, bien, ça va faire baisser, c'est des gens qui vont voter beaucoup Trump, donc ça va faire baisser le nombre de votes de Trump de 3 millions. Il y a des gens qui ont dit « Jamais les ouragans ne commencent dans le golfe du Mexique. Jamais. Ça commence toujours de l'Atlantique et ça se rend jusqu'à la Floride, jusqu'à la côte américaine, mais ça ne commence jamais parce qu'il n'y a pas assez d'énergie pour générer ça. Ça ne s'est jamais produit. Donc, il y a des gens qui ont parlé de géo-ingénierie. Et ce qui est intéressant là-dedans, finalement, c'est que Joe Biden a repris ça au bon. Et il dit c'est de la foutaise, de la géo-ingénierie. Mais imaginez le président qui aborde le sujet, qui tacle le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire finalement ça, que le président parle de ça dans une conférence, dans un point de presse? Now the claims are getting even more bizarre. Congresswoman Marjorie Taylor Greene, a congresswoman of Georgia, is now saying the federal government is literally controlling the weather. We're controlling the weather. It's beyond ridiculous. It's got to stop. Moments like this. Parce que Marjorie Taylor Greene dit que le gouvernement contrôle. Et là, on a montré, combien de fois on a montré à Radio-Québec, encore une fois, je ne vais pas sur la véracité de oui ou non, si c'est un truc contre Trump, c'est pas ça qui est important. Ce qui est très important, c'est que Joe Biden en ait parlé. Ça, c'est comme, par exemple, quand Macron a fait sa conférence de presse et a parlé devant tous les journalistes en disant que c'était inacceptable qu'on dise que Brigitte était un homme. Hein, Mitch?
Et là, je trouvais ça comme inconcevable. Et qu'il fasse écho à ça et puis qu'il fasse en sorte que 10 millions de Français supplémentaires soient au courant de ce truc. Eh bien là, c'est ce que Joe Biden a fait aussi. C'est-à-dire, il n'a pas juste tué l'histoire, il a ramené ça, il l'a amplifié, il a donné un écho, et là, tous les Américains vont commencer, il va y avoir des discussions dans les cuisines, etc. Puis là, mon oncle va vous montrer la vidéo de ABC News qui parle de modification du climat. Ma tante Shirley va montrer à ces jeunes filles de 17 ans qu'est-ce qu'ils font aux Émirats arabes unis avec les pluies dans le désert, que la Chine fait la même chose ici. Nous autres, on va montrer à le beau-frère Paul qu'on avait des machines à pluie au Québec il y a 50 ans. Et donc, ça va partir la discussion. C'est ça qui est important là-dedans. C'est pas que ce soit vrai ou non. Encore une fois, souvent, j'ai cette position-là où est-ce que c'est pas important que ce soit vrai ou non. L'important, c'est ce qu'il y a en haut de ça, c'est qu'il y a une discussion là-dessus et que cette connaissance-là se diffuse parmi la population. Après ça, des événements comme celui de Maui, etc., deviennent de plus en plus difficiles à produire si la population est au courant. Même chose avec la fraude électorale. Si la population est au courant, la population est aux aguets, c'est de plus en plus difficile à produire. Et là, je vais terminer avec ça ici, finalement, sur Trump, sur la fraude électorale, etc. Je vais juste dire aux gens, la revanche des mononcles et des matantes, ouais. On s'est fait ramasser, mais c'est parce que les gens ne sont pas au courant. Vous comprenez que c'est quoi le problème? C'est quand on sort quelque chose dans un souper de famille, personne n'en a entendu parler. Même si tu montes, tu dis, regarde, là, tu sais, c'est une vidéo d'une chaîne de nouvelles, c'est ABC News qui dit on fait de la pluie, on est capable de Ils veulent pas parce que. Mais là, à partir du moment où est-ce que c'est comme tu as un niveau institutionnel qui en parle, ben là, ça devient comme. Tout d'un coup, ça dégèle la conversation. Puis c'est ça qui est important, c'est qu'on commence au niveau de la fraude électorale, puis de plusieurs sujets comme ça, que les transgenres en politique, qu'on libère la parole et qu'on commence à en parler. OK? OK. Il y a des gens qui disent il y a un rallye de Trump en Arizona. Ils vont aller écouter Trump. Mais Trump dit la même chose dans tous ses discours, de toute façon. Mais de toute façon, vous reviendrez. C'est ça qui est bien avec le net, c'est qu'on peut couper puis on peut revenir. Vous écouterez la suite le lendemain. Je veux juste terminer avec. Les gens disent la fraude électorale, etc. La fraude électorale, ils vont frauder. Oui, ils vont frauder. C'est bien qu'ils fraudent parce qu'ils vont se faire attraper cette fois-ci. Et parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, il y avait des raisons pour lesquelles Trump a laissé faire. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises, pour nettoyer le Parti républicain, savoir qui allait appuyer la fraude électorale au sein du Parti républicain, débarrasser ces gens-là, s'entourer de personnes qui, les patriotes à l'intérieur du Parti républicain, des gens qui sont prêts à aller au fond des choses. Il y avait des thèmes en relations internationales où Trump devait être absent. J'ai tout expliqué ça. Donc, mais cette fois-ci, il entend revenir parce que la paix est à portée de main. La paix est à portée de main. Donc, tant en Ukraine qu'au Moyen, au Proche-Orient, la paix est à portée de main et donc il doit être là et donc il va revenir et c'est assuré. Et donc, je voulais juste dire qu'en 2016, ils ont triché de la même façon qu'en 2020. Trump, en 2016, c'était autant Hitler en 2016 qu'en 2020. En fait, c'était pire. Je ne sais pas combien de personnes étaient là, regardaient la campagne en 2016. Trump, en 2016, c'était littéralement Hitler. Alors qu'en 2020, il avait respecté les décisions de la Cour suprême. C'était pas si pire. Hein, il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas d'effondrement économique à part la COVID. Là, il n'y avait pas d'effondrement économique. Au contraire, ça allait bien. Il n'y avait pas de guerre. Donc, il avait fait ses preuves. Mais en 2016, c'était littéralement l'antéchrist. Là. C'était... Et il est rentré quand même. Comment il a pu rentrer malgré toute la fraude électorale? C'est ça la question. Hein? Et je l'ai expliqué à de nombreuses reprises, c'est-à-dire que si les machines sont ouvertes sur Internet, on est capable de changer avec les adresses IP. On a vu que les machines étaient comme manipulables de l'extérieur. Il peut y avoir une attaque cybernétique sur les États-Unis. Puis, entre-temps, Trump a fait Cyber Command, etc. et les Space Force. Mais la NSA est capable de fermer une machine, d'empêcher une modification d'algorithme, etc., de corriger la machine. Et c'est ce qu'ils ont fait en 2016. Quand tout le monde dit, quand Q dit, quand tout le monde dit, Hillary était certaine de rentrer, c'est parce qu'ils contrôlaient les machines. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai expliqué ça à plusieurs reprises dès 2018. C'est que la NSA est entrée et a sécurisé les machines, de sorte qu'ils n'ont pas pu voler les machines. Dans 5 États, la NSA a sécurisé les machines. Et ils peuvent refaire la même chose. Donc, ils peuvent encore une fois, la dernière fois, ils sont rentrés avec 50 États. Imaginez ce que ça va être maintenant, alors que les chiffres sont encore mieux.
et qui sont capables d'empêcher la fraude électorale. C'est ce que c'est. Donc soyez rassurés de ce côté-là. OK? Ça va être pour ça. Maintenant, je voulais juste faire un tour, encore une fois, parce qu'il y a des gens qui paniquent sur Internet souvent. Là, ça va mal, etc. Je ne vois pas, encore une fois. Je vais juste faire un tour rapide. Des fois, je fais ça. Un tour rapide de ce qu'on a réussi à accomplir sous l'absence de Trump, c'est-à-dire on a battu la pandémie. Hein? Les passes sanitaires, les zones d'exclusion, tout ça, ça a été... les confinements, la pandémie a échoué essentiellement. Hein? Rappelez-vous, l'idée, c'était d'imposer un pass sanitaire qui allait avec le vaccin, ce qui allait forcer toutes les personnes à prendre le pass sanitaire pour voyager, etc. Or, en mars 2021, Joe Biden arrive et dit « Le pass sanitaire va être obligatoire ». Et là, tout le monde dit « Alexis, tu t'es trompé, le pass sanitaire va être obligatoire ». 2 semaines plus tard, il dit « Finalement, le pass sanitaire n'est pas obligatoire ». Biden administration will not require COVID-19 vaccine passport. White House, le pass sanitaire n'est pas obligatoire. Et l'Angleterre a emboîté le pas, et puis il y a d'autres pays qui ont finalement, ça s'est effondré avec cette histoire de technocratie avec le pass sanitaire, s'est effondré avec ça. Il y a eu, rappelez-vous, toutes sortes de choses, comme par exemple Colin Powell qui était doublement vacciné, qui est mort de la COVID. Ça, j'avais dit que c'était les patriotes qui étaient derrière ça. Quand Omicron est sorti, Robert Malone a dit que ça agissait comme un vaccin. Rappelez-vous ça, toute cette période-là, 2021 jusqu'à... janvier 2022, Omicron qui arrive et qui agit comme un vaccin, puis après ça, il n'y a plus de pandémie. Comment il s'appelle, Martin Lucier, ou le petit blond là, en France qui disait il n'y a plus de pandémie, dans 2 mois après ça, eh bien, rappelez-vous toutes ces victoires qu'on a eues alors que, alors qu'il y a des gens qui disent finalement... que ça va très mal, etc. Donc, il n'y a pas eu de destruction sociale et économique, il n'y a pas eu de grand reset. Il n'y a pas eu de grand reset, OK? Il n'y a pas eu la destruction économique comme elle était souhaitée. Parce que pour avoir un grand reset, tu dois avoir une destruction de la base industrielle complète. Et c'est pour ça qu'il y avait des confinements, etc. C'était aussi pour détruire la base économique, la base industrielle, rendre les gens dépendants à l'État, le revenu de l'État, etc. Tout ça a été court-circuité. Le grand reset de Klaus Schwab n'a pas fonctionné. On ne fonctionne pas comme dans le film Songbird avec des bracelets de sécurité pour nous permettre de changer de zone, etc. Tout ça ne s'est pas passé. On les a battus. On a battu le Dark Winter durant la période où Trump était absent. Là. On a battu le Dark Winter de Joe Biden. Je rappelle que Dark Winter, ils l'ont sorti. Anthony Fauci en avait parlé. Dark Winter, c'était un exercice des Forces armées américaines en 2001 qui ne finissait pas bien avec une insurrection, une pandémie mondiale et des insurrections de la part de la population. Et Biden avait dit Dark Winter, Fauci disait Dark Winter, we're going to go a Dark Winter. Finalement, il ne s'était rien passé. Il y avait eu après ça le Build Back Better. Rappelez-vous, le Build Back Better, ils étaient tous sur le Build Back Better. Tony Blair, le prince Charles, c'était Build Back Better. Nancy Pelosi, tout le monde, et Boris Johnson, Build Back Better de Joe Biden. Finalement, est-ce qu'il y en a eu un Build Back Better? Non, il n'y en a pas eu de Build Back Better. Il n'y a pas eu non plus de traité sur les pandémies. Les gens avaient peur. Ah, le traité sur les pandémies, Alexis, j'avais dit, il ne va rien se passer avec le traité sur les pandémies. Il ne s'est rien passé, ça n'a pas été accepté non plus. Rappelez-vous aussi des trucs comme ça ici. BlackRock qui se retire des ESG, hein, des trucs LGBTQ dans la business, dans la finance, etc., vers LGBTQ. Ça, c'est un coup majeur parce que c'est BlackRock qui forçait les compagnies à changer leur logo avec un couleur arc-en. Eh bien, il se retire de ça ici. Et là, on a Zelensky qui dit qu'il veut que la guerre cesse avec la Russie en 2025. Il est prêt à négocier. C'est terminé. C'est terminé. Et regardez l'ensemble du plan mondialiste. Ils ont essayé toutes sortes de choses. Ils ont réessayé avec la variole du singe. Il n'y a rien qui a fonctionné. Et puis là, Trump revient. Puis comme je l'indique ici dans hein, ça, c'est un tweet qu'il a retweeté. C'est Rocky Balboa. C'est Rocky 4. Hein, c'est-à-dire qu'il prend des coups pendant 14 rounds. Et le 15e round, il donne le coup final. C'est pour ça qu'ils disent tous qu'il va être un dictateur, etc. Parce qu'il a encore gardé tous ses atouts et ils ont peur de son action présentement. Voilà. Donc ça, c'est pour ça, gardons espoir. C'était juste une petite parenthèse pour ceux qui distribuent des pilules noires à tout le monde et qui font dans le désespoir et tout ça.
Maintenant, on va terminer avec ça ici, le Hezbollah. Le deuxième chef du Hezbollah a été tué par Israël. Hein, donc, Hachem Safieddine, le proche de Hezbollah, le proche de Nasrallah qui a pris la tête, le relais de Nasrallah à la tête du Hezbollah, a lui aussi été tué, apparemment, selon les dires. Hezbollah chief said to replace assassinated leader also killed Israel. Il a lui aussi été tué, nous dit Israël. Le Hezbollah perd contact avec le leader Hachem Safieddine. Même chose. Israël, Netanyahu says his Hezbollah chief successor is slain, etc., etc. Et là, donc, le Hezbollah est réellement décapité. Et là, la question que les gens doivent se poser, c'est comment ça se fait que le Hezbollah, qui dispose d'une des plus grosses forces de missiles du monde, 120 000 missiles, un arsenal absolument considérable, comment ça se fait que le Hezbollah n'utilise pas ces missiles-là? Qu'il y a juste quelques salves ici, à gauche et à droite, symboliques, qui tombent sur des villes, tu sais, comme Haïfa ou non, alors qu'on pourrait, comme on le sait, comme tout le monde le sait depuis longtemps, raser des villes au complet, alors que le Hezbollah est en train d'être complètement décapité. Comment c'est ça qu'il ne répond pas? Il a perdu 2 chefs, il est en train de perdre toutes ses troupes, tous ses bunkers, etc. Comment ça se fait qu'il ne tire pas des milliers, il ne tire pas des dizaines de milliers de missiles, alors qu'il va être détruit, là? Comment ça se fait que c'est comme le Hamas qui garde les otages jusqu'à temps qu'ils soient détruits? Oui, il y a, en termes d'art de la guerre, en termes de conduite des opérations, il y a des affaires qui sont complètement incompréhensibles. Ouais, tout le monde vantait les missiles du Hezbollah. What are Hezbollah's news Fadi rockets? Les nouvelles fusée Fadi du Hezbollah. Et là, on nous montre que le Kader 1 peut aller jusqu'à 300 km, pratiquement jusqu'en Égypte. Le Zelzal, 210 km. Le Farj 5, 75 km. Et donc, peut frapper partout en Israël. On a ici, là, genre, l'axe de la résistance entre Gaza et le Hezbollah en jaune. Ils sont capables de frapper l'ensemble d'Israël, pratiquement l'ensemble d'Israël avec leurs fusées. Et puis là, on nous dit quel genre de fusées sont dans quelle région d'Israël. Finalement, il se passe rien. Ouais, c'est qui le troll? Hein? Israël, oui, Biden, pas Biden, Ben Laden son corps jeté en mer. C'est comme le mime de Leonardo DiCaprio. Là. C'est ça, donc. Vous voyez bien qu'ils ne se battent pas réellement et que ce qui est à l'œuvre ici, c'est probablement quelque chose dans l'ordre de la taquilla. Je ne suis pas un spécialiste, là, mais la taquilla, c'est cette espèce d'art de la guerre en islam. Il y a beaucoup d'interprétations différentes. Là. Si vous allez sur la page de Wikipédia, mais dans le djihadisme, hein, c'est l'art de dissimuler sa véritable pensée pour arriver à une victoire. Ce concept permet d'autoriser des pratiques contre nature afin de réaliser sa mission. C'est sûr, si vous connaissez un peu la rue arabe, pensez-y 2 secondes. Là. Vous connaissez la rue arabe, là? Imaginez que Nasrallah annonce qu'il est d'accord avec une paix avec Israël. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Comme, tu sais, quand il y a comme 25% minimum, si ce n'est pas 50%, c'est peut-être même 75 ou 100% des combattants du Hezbollah qui sont prêts à donner leur vie pour combattre Israël. Comment tu peux dire, on a signé une paix finalement? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est annoncer une paix régionale comme normale, où est-ce qu'on signe, puis là, tu as comme une table avec 2 personnes qui signent, tu as Nasrallah d'un côté, puis tu as comme genre un représentant du gouvernement israélien de l'autre. C'est pas possible visuellement. C'est pas possible visuellement. Okay? C'est impossible d'annoncer ça à la rue arabe. Okay, pour différentes raisons. Regardez juste un peu comme le genre de réaction qu'on a eu quand on essayait d'expliquer qu'Imam Khalif était un dude avec un schlong. Les réactions, les menaces de mort que je me suis pris dans la gueule, les fils de pute, de whatever, la haine d'une partie de la communauté algérienne. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le paquet, mais c'est comme... même les Québécois ne sont pas comme ça, là, tu sais... Il y a des fils de pute au Québec, là. Des gens qui argumentent comme de façon très, très insidieuse et cochonne, comme on pourrait dire. Mais là, ici, Imam Khalif, c'était vraiment à un niveau extrême. Et Soral dit la même chose. Alain Soral, lui, il disait, en fait, finalement, dans une vidéo récente, il dit
Il dit, c'est ça, il dit, lui aussi, il a essayé d'expliquer que c'était comme Imran Khalif, c'était un homme, etc. Puis il s'est pris dans la gueule des réactions absolument dithyrambiques de la part de la communauté algérienne, alors qu'Israël, pas Israël, mais Soral, c'est pas, pas nécessairement un ennemi là, de l'islam, à ce qu'on pourrait dire, là, mais là, il dit c'est une maladie mentale. Il dit, les gens, ils disent, d'un côté, ils disent, ils crachent sur le LGBTQisme, etc. Ils sont en réaction à ça. Puis de l'autre côté, ils valident Imran Khalif. Il y a cette espèce de. Il dit, mais c'est le même constat, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population là, à laquelle tu ne peux pas parler. Et là, explique ça maintenant dans le contexte de la paix avec Israël. C'est inconcevable pour certaines personnes. C'est absolument inconcevable si tu ne pourrais jamais voir des signatures. Et donc, la seule solution possible, c'est de retirer comme ça, tranquillement, pas vite, alors que les guerriers se battent vailleusement avec leur bandeau et puis ils se font sauter pour, comme, whatever, martyrologie, les vierges et tout, puis finalement, ils résistent à Israël. C'est comme ça que ça doit se produire. C'est la façon la plus douce d'arriver à... Imagine, là, tu signes la paix avec Israël, tu les auras pas, tes 72 vierges. Damn, tu sais, c'est comme, j'ai travaillé toute ma vie pour ça. Eh ben, c'est ça, c'est pas possible. Et donc, étant donné que c'est inacceptable pour la rue arabe d'avoir ce genre de truc-là, pour une partie de la rue arabe, il y a d'autres personnes qui comprennent très bien. C'est comme dans tout, là. Ouais, bon. Mais étant donné que vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer, là, c'est-à-dire qu'étant donné que pour une partie de la rue arabe, c'est inconcevable, la seule façon de le faire, c'est de la façon où est-ce qu'on retire les leaders comme ça, et puis finalement, etc., etc. OK? Voilà. Ouais, c'est ça. Apparemment, le Hezbollah vient d'attaquer une ville israélienne avec 2 missiles. Ils ont 120 000 missiles. Ils sont en train de complètement disparaître et 120 000 missiles. Ouais. C'est comme l'attaque de Tel Aviv. C'est comme l'attaque de Tel Aviv, là. Okay. Même s'il y avait genre 100 morts, là. OK. Donc, on va juste rendre service à l'humanité. C'est qui le troll, là? Des fois, je me sens comme, tu sais, avec mon... OK, je ne vais pas perdre du temps là-dessus. OK. Donc, c'est ça que j'ai à vous dire. Donc, deuxième leader du Hezbollah retiré en 2 semaines. Évidemment, c'est incompréhensible, encore une fois. Ils n'ont pas été capables de faire ça pendant 40 ans, puis là, tout d'un coup, 2 en 2 semaines. L'autre n'a même pas pris plus de précautions que Nasrallah. Et puis, alors que donc le Hezbollah est essentiellement décapité, il faut juste comme passer à travers un certain nombre de commandeurs sur le terrain qui ont voué leur vie à. Et puis, mais c'est ça, c'est la seule façon de le faire. OK? Je le vois pas, Geff. OK. Voilà, donc c'est ça qu'on avait pour vous aujourd'hui. Essentiellement, ça va bien. Et puis, on là, je vais retourner sur mon écran vert, c'est ça le problème. Là. Je veux pas de transition. C'est ça, la campagne est essentiellement gagnée. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de soubresauts d'ici le 5 novembre. Je ne m'attends pas à d'événements surprises. Voilà. Attendez, je vais essayer de faire une transition plus smooth. Est-ce que je suis capable de vous faire ça comme Camera FX? Comme ça. Hop, hop, hop. Oh! Voilà, donc c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Merci à ceux qui nous soutiennent. On aimerait dire que, encore une fois, il y a toujours quelque chose comme 1% des gens qui nous soutiennent. S'il y avait juste comme 2% des gens, de nos auditeurs qui nous aidaient, on n'aurait jamais à faire ce genre d'appel-là. Mais c'est ça, c'est comme ça sur les réseaux sociaux. Et la situation est difficile pour tout le monde. Mais pensez à Radio-Québec, pensez que c'est ça, on se donne corps et âme là-dedans et il n'y a pas d'autre option que Radio-Québec. Après Radio-Québec, je vais aller planter des arbres, genre dans le BC, et puis
je ne peux pas retourner à l'université et donc on a besoin de votre soutien pour continuer à opérer. Voilà. Gardons ça simple aujourd'hui. Donc, il y a différentes façons de le faire. Par la poste, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 3207 Saint-André-Montréal, Québec, H2L4Y5. Virement Interact, vous savez comment faire. À alexis@radioquebec.ca. Réponse secrète, Alexis. Merci à tous ceux qui le font. Hein. Et merci à... Je voulais dire aussi merci à... Il y a aussi par carte ici. On laisse toujours ça dans les commentaires. Il y a PayPal aussi. Et suivez-nous sur Twitter. Il y a des gens qui m'ont... Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'ai toujours ça dans la tête parce que les gens m'écrivent pour me dire Ah, Alexis, tu sais, on ne peut pas t'aider financièrement, mais on t'offre, si tu viens comme dans telle région, on t'offre un séjour tu sais, dans notre yourte ou tu sais, dans un gîte, etc. Il y a des gens qui m'ont proposé un système d'alarme ici. Il y a plein de trucs comme ça, d'offres de toutes parts qui me touchent tout autant. Même si je m'en prévaux pas vraiment, là, je suis trop gêné de toute façon pour accepter des offres comme celle-là, mais ça me touche. Quand je lis les commentaires puis je vois que les gens font, ça me touche et je remercie beaucoup ceux qui, tu sais, c'est une petite pensée, genre, tu sais, si tu veux te reposer, Alexis, tu sais, ça me touche. Merci les commentaires aussi et ceux qui partagent. Voilà. Est-ce qu'on avait autre chose? Merci à tous ceux qui le font. Hein. Il y a des gens qui ont répondu à l'appel. Il y a des gens qui ont répondu à l'appel. Ouais. Une personne dont je ne parlerai pas ici. Qu'est-ce qui se passe? Je vais juste dire que c'est indépendant. C'est essentiel que des organes comme Radio-Québec, les médias, les gens qui prennent la parole aient de l'indépendance, une indépendance financière. Parce qu'à partir du moment où est-ce que tu es criblé de dettes jusqu'au cou, etc., c'est facile de te faire chanter. Les politiciens, c'est comme ça. On les fait chanter avec des pots de vin, des histoires de mer, etc. Bien, c'est la même chose avec quelqu'un qui est criblé de dettes, là. Bien, on peut le faire chanter. C'est comme les pays. Comme, rappelez-vous la Grèce en 2008. JP Morgan manipulait ses chiffres. Sa dette explose et là, elle n'est plus capable de payer l'intérêt sur la dette. Et là, on fait chanter la Grèce. Tu vas vendre telle infrastructure, telle île, etc. Ils ne pouvaient, parce qu'ils étaient endettés. La Grèce ne pouvait rien faire. Les États endettés ne sont pas souverains. Et c'est la même chose pour les personnes. Les personnes endettées ne sont pas souveraines. Et c'est pour ça qu'on essaie de garder notre tête hors de l'eau et d'éviter l'endettement et que l'indépendance financière que vous nous accordez nous donne la liberté de parole entière. On n'a pas peur des conséquences si vous êtes avec nous. Voilà. OK. OK, that's it. Fait que... je sais pas, j'ai comme envie de rester en onde, mais je n'ai plus rien à dire. C'est la dernière partie du web journal. C'est là que je me sens comme le plus à l'aise. J'ai pu genre à être cohérent, mais aussi ça allonge inutilement les web journaux. Oui, il faut essayer. Les gens souvent qui disent ça, il faut essayer d'être dans la lumière, etc. Je suis pas très. Moi, je suis pas très là-dedans. C'est-à-dire, je suis pas. Je pense pas qu'en faisant l'autruche, des choses bonnes vont se passer. Moi, je pense qu'il faut au contraire voir le mal de l'adversaire, mais il faut savoir sur qui tirer. C'est ça le truc. Il faut. C'est que ça prend du discernement et. Parce que là, il y a un cas particulier que je suis sur le bord d'aborder, mais ça, finalement, je vais laisser faire. Le truc, c'est que je pense que j'en ai fait combien des web journaux où est-ce que je démontre activement qu'on a des raisons de se réjouir. Juste ça aujourd'hui, là, j'ai pas été dans le détail parce que j'ai l'impression que c'est redondant, mais toutes ces offensives mondialistes qui ont échoué, juste ça devrait mettre la puce à l'oreille aux gens, puis faire comprendre que nous autres, on se bat de notre côté. Il y a une guerre d'information au niveau du terrain, mais qu'on a aussi des appuis institutionnels, quand vous voyez, comme des trucs comme le choix de Kamala Harris, de Tim Walz, la campagne d'Amala. Vous voyez que ça fonctionne en haut et comme en bas, puis qu'on ne peut pas dire, genre, on est capable de le faire par nous-mêmes. S'il n'y avait pas eu Omicron, là, je pense que c'est les Patriotes qui ont relâché Omicron, là, ça prend les deux.
Ça prend les deux. Ça prend quelqu'un qui mate les agences de renseignement, qui bloque le pass. Si Biden avait comme imposé le pass sanitaire, on serait dans la merde en esti. Mais non, ça n'a pas été imposé. Donc, vous voyez comme le bon côté des choses. C'est ce que j'essaie d'expliquer depuis 4 ans. Il y a comme on a de l'aide, là. Mais il faut se battre de notre côté aussi. OK. Je pense que c'est ça. Là. On n'étirera pas la sauce ad vitam aeternam. De toute façon, il y aura peut-être un web journal cette semaine. Sinon, la fin de semaine prochaine, là, je suis un peu fatigué. J'en ai fait plusieurs. J'ai fait, je pense, 4 web journaux en 2 semaines et 2 entrevues ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai les yeux secs là, à force de regarder mon écran d'ordinateur. Et puis, voilà, on se laisse là-dessus. On se donne rendez-vous cette semaine ou la semaine prochaine pour une autre édition du web journal de Radio-Québec. Ciao la gang.